transformer votre entreprise par la RSE. Alors comment cette même entreprise peut faire progresser toute une chaîne de valeur? Pour répondre à ces questions, Amélie Foulon, directrice associée du cabinet de conseil Parangone, qui accompagne les entreprises dans leur transformation par la responsabilité sociétale, et Isa Bouglim, directrice des partenariats santé et des affaires publiques, membre du COMEX de Oya Seiko France. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors traditionnellement, la RSE est bâtie sur 3 piliers. Un pilier économique, un pilier social et un pilier environnemental. En quoi la responsabilité sociétale d'une entreprise participe donc à sa transformation profonde et où finalement débute-t-elle, Amélie Foulon ? Oui, bonjour à tous. L'entreprise a un rôle particulièrement clé à jouer pour transformer notre société, puisque c'est de ça dont on se parle in fine, parce qu'elle est un des acteurs de tout un écosystème. Donc, elle peut, historiquement, les grandes entreprises ont beaucoup fait de la RSE un sujet d'experts, avec quelques personnes au savoir-faire très pointu qui travaillaient sur des sujets très précis. Aujourd'hui, on considère, nous, chez Parangone, que la RSE doit devenir l'affaire de tous et embarquer tout son écosystème. Donc, pour répondre à votre question, ça commence par s'interroger sur les attentes de cet écosystème. Donc, si on prend le cas précis, qu'attendent les consommateurs finaux, qu'attendent les opticiens et quel rôle peut jouer l'entreprise avec ces personnes-là et avec leurs fournisseurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Isa Bouglim, vous avez fait appel justement à Parangone pour transformer votre entreprise. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle vient de le dire, c'est une affaire d'experts. Et nous, il faut être humble, c'est-à-dire que l'expertise, elle n'est pas forcément en interne. Donc, il faut être accompagné, il faut avoir les bonnes pratiques. Et si on souhaite s'améliorer et faire en sorte que l'extérieur aussi, les parties prenantes s'améliorent avec nous, il faut forcément être bien accompagné. Voilà. On ne peut pas se transformer seul, c'est compliqué. On peut se transformer parce qu'on a la volonté de le faire. Et on a la volonté de le faire. Maintenant, il faut vraiment être... encore une fois, vraiment humble et connaître ses limites et ses capacités. Souvent, Amélie, elle nous challenge. J'ai un peu de tachycardie à chaque fois quand elle me parle de progression, de sujet, parce que c'est vraiment un long chemin. Mais oui, il faut qu'il y ait des tiers extérieurs, il faut qu'il y ait ce côté vraiment pas jugé parti et en capacité de nous faire progresser. Et si on veut se transformer, c'est ça. Moi, j'aimerais bien comprendre quel a été le déclic pour vous, comment vous êtes dit, un matin, vous êtes réveillé, tiens, si je devenais une entreprise plus responsable, comment ça s'est passé ? Alors, nous, on fait partie d'un groupe mondial, hein, donc on a déjà eu cette impulsion en interne. Et localement, on a voulu faire l'idée, le sujet, et se distinguer par rapport à tout ce qui est fait par l'international, par le global. Et tout simplement, Amélie, on s'est rencontrés parce qu'à l'issue d'une certification avec l'AFNOR, on a voulu continuer et avancer et faire en sorte justement de progresser, mais progresser à un rythme pour éviter justement de stagner. Et ça a été une volonté collégiale, vraiment. Alors justement, Amélie Foulon, je ne sais pas si c'est exactement passé comme ça, mais quand vous recevez le coup de téléphone d'Isa Bouglim, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On veut tout savoir. Alors, nous, effectivement, quand on décrit notre métier, justement, notre façon de le décrire, c'est de dire transformer votre entreprise par la RSE. Ça veut dire par là que on va, quand on démarre une collaboration, on va appliquer une méthode que l'on a appelée une méthode à 3 effets. Alors, pourquoi 3 effets et non pas 3 étapes ? Parce que pour nous, se transformer, c'est une affaire d'état d'esprit. On ne se transforme pas quand on ne comprend pas de quoi on se parle, quand on a peur et quand on a la sensation qu'on n'y connaît rien et qu'on est mauvais.
Donc, on a mis en place une méthode à 3 effets, justement pour essayer d'embarquer le plus largement possible, pour montrer qu'une transformation RSE, ça peut être que du positif, ce n'est pas que de la réglementation et on ne nous empêche pas de faire des choses. Au contraire, ça peut être un sujet d'innovation extrêmement positive. Alors, on va être très concret. Première étape, premier effet, comment ça se passe ? Alors, premier effet, on l'a appelé l'effet révélateur, parce que ça n'existe pas, une entreprise ou une organisation qui fait tout mal. Il y a forcément des pépites à aller chercher, il y a forcément du positif à aller chercher. Et ça, nous, avec notre regard extérieur, on peut révéler à nos interlocuteurs tout le positif qu'il y a chez eux. Et chez Oya, on ne manquait pas de positif. Simplement, quand on vit les choses, on ne se rend plus compte de qu'est-ce qui est de la RSE, qu'est-ce qui n'en est pas, et qu'est-ce qui a énormément de valeur ajoutée. Donc ça, c'est le regard extérieur qu'on apporte avec cet effet révélateur, où on va dire, mais là, il y a beaucoup d'atouts chez vous, et capitaliser sur ces atouts. Ça a été une étape chez Oya qui a été, j'imagine, assez valorisante, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, en fait, je fais des choses pas si mal. Tout à l'heure, je le disais, ça fait un petit côté prise de conscience, mais ça nous fait aussi réaliser qu'on a fait des bonnes choses. Et après, il faut les formaliser, il faut les structurer, il faut aussi les projeter. Et oui, c'est un super constat. C'est un peu comme si on se regardait dans une glace et on ne voit pas que les défauts. On voit aussi des choses nouvelles et on se dit, finalement, on y est arrivé. Et on a encore un long chemin, mais ça nous fait réaliser qu'on est vraiment bien parti. Et non seulement on ne voit pas que les défauts, mais on se focalise que sur, pas que, mais en tout cas principalement sur les qualités, sur les points forts. En tout cas, bien sûr qu'une stratégie RSE ne peut pas s'importer comme ça de nulle part. Donc, elle prend forcément appui sur des fondamentaux existants dans l'entreprise. Et on va capitaliser sur ces fondamentaux pour les faire encore plus progresser, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à d'éventuels sujets qui ne sont pas encore adressés. Mais en tout cas, on va souligner effectivement et renforcer ce qui a de la valeur. Ça, c'est pour le premier effet. Le deuxième ? Le deuxième effet, c'est l'effet convergence. Alors, on a eu un exemple ici, aujourd'hui, parfait d'un effet de convergence. L'effet de convergence, c'est réunir tout un écosystème qui ont un intérêt commun. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous réunis pour trouver des solutions et pour faire progresser une filière. La RSE, à la différence d'une démarche de marketing, il y a pourtant beaucoup de points communs entre du marketing et de la RSE, mais la RSE, l'énorme et la principale différence, c'est qu'on peut travailler avec ses concurrents pour un bénéfice commun. C'est qu'on peut travailler avec ses fournisseurs, avec ses clients, pour un bénéfice commun. Et c'est ça l'effet convergence. Donc l'effet convergence, c'est de réunir tout un écosystème, de leur donner les moyens de comprendre de quoi on se parle, de comprendre pourquoi on va dans une certaine direction et de comprendre comment chacun peut contribuer à cette démarche collective. Parce qu'une transformation, c'est obligatoirement une démarche collective. Donc ça, c'est le deuxième effet. Alors Isa Bouglim, comment s'est passée cette discussion avec les concurrents ? Alors, j'ai pas été jusque-là. Amélie, là, tu me mets mal. Allez, on va commencer par les fournisseurs. Non, les fournisseurs, voilà. Les fournisseurs, ça s'est très bien passé. Merci, Margot. Parce que là, du coup, oui, les fournisseurs, ça a été très bien parce que nous, on a des ambitions et on a partagé ces ambitions, nos bonnes pratiques, et on a aussi pris de leur côté aussi leurs bonnes pratiques. Et ça a été une journée superbe. Parce qu'au final, ils ont vu le degré d'investissement. On a fait part de ce qu'on souhaitait faire, eux inversement aussi, réciproquement, pardon. Et c'est que du positif, c'est ce qu'on se dit, c'est que si on a des affinités, forcément, on va se rejoindre. Et on va se rejoindre sur un chemin qui est long. Donc, et les fournisseurs, il y a eu vraiment tout type de fournisseurs en plus. Hein. C'est là où c'est intéressant. Il y a eu une très belle participation. Et puis, en découvrant la stratégie RSE de Oya, beaucoup de fournisseurs ont levé la main en disant « Mais nous, on peut vous apporter ci, nous, on peut vous apporter ça. On a des solutions pour ceci et pour cela. » Du coup, ça donne lieu derrière à du travail en commun pour progresser ensemble. Il n'y a pas eu de fournisseurs réfractaires ? Aucun. Réellement, hein, aucun. Par contre, il y a eu un certain nombre de fournisseurs en demande. Donc des fournisseurs qui eux-mêmes n'étaient pas avancés, n'avaient pas forcément de maturité sur la démarche RSE et qui ont réagi en disant aidez-nous à progresser. Parce que nous, on n'est pas forcément aussi gros que vous, on n'a pas autant de moyens que vous, et donc aidez-nous à progresser de notre côté.
Donc pas de besoin de convaincre, c'était plutôt... Non, c'est vraiment une communauté. On a créé une communauté. Et non, parce qu'au final, ça donnait une clarté sur notre stratégie. Et ça nous fait un côté un peu plus proche. Parce que forcément, on s'est mis un peu à nu. Oui. On leur a dit que ce qui allait bien, ce qui n'allait pas, et comment on pouvait dimensionner les choses ensemble, et comment on pouvait avancer ensemble. Et comme le dit Amélie, il y a plein de gens qui ont dit humblement, comme nous, finalement, on a un chemin hyper long à faire. Donc voilà. Puisque derrière ces fournisseurs, c'est des hommes et des femmes. Hein. Donc elles ont aussi, ces personnes-là, des convictions à titre personnel. Donc du coup, l'engagement, il ne s'arrête pas, il ne démarre pas dans l'entreprise. Il est déjà... il fait partie de leur vie de tous les jours. Donc c'est là où c'est important et c'est enrichissant pour nous. Et ça nous amène au troisième effet, parce qu'il y en a bien 3. Oui, merci de suivre bien comme ça. C'est même pas mal. Hein. Oui. Le troisième effet, c'est l'effet rayonnement. L'effet rayonnement, d'autres pourraient dire c'est de la communication. Nous, on préfère parler d'effet rayonnement parce que ce qui nous intéresse, c'est le parler vrai. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de preuve. Donc, l'effet rayonnement, c'est donner la parole à ceux qui font, donner la parole à ceux qui bénéficient de ce que l'entreprise peut mettre en place. C'est qui, par exemple, quand vous dites donner la parole à ceux qui font? Alors, les salariés Oui, bien sûr. Au sein de l'entreprise, l'équipe RH met en place des dispositifs extrêmement intéressants pour veiller à la santé des salariés. Je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples. Voilà, c'est intéressant d'interroger un salarié, un ouvrier qui travaille à l'usine et de lui demander qu'est-ce qui fait que ça fait 30 ans qu'il est là et qu'il est super content de venir tous les matins. Ça, c'est du parler vrai. Et on préfère entendre ça qu'un discours descendant de communicants beaucoup plus classiques. Et l'effet rayonnement, pour moi, il fait partie intégrante d'une stratégie RSE parce que c'est ce qui va générer un effet d'entraînement. Quand vous mettez en place une action, tout à l'heure, on parlait des D3E et du fait de collecter du matériel IT. Quand vous avez mis en place une démarche, vous avez collecté du matériel, quand vous le racontez derrière, toutes les autres entreprises de votre écosystème disent ouais, c'est pas con en fait de faire ça, c'est pas très compliqué, il y a des bénéfices directs, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça nous aussi? Et du coup, et puis quand les collaborateurs rentrent chez eux après avoir collecté pour leur entreprise leur matériel, après avoir été sensibilisés au fait qu'il fallait absolument mettre tout en place pour faire durer ce matériel le plus longtemps possible, ils rentrent chez eux et ils le retiennent et ils l'appliquent chez eux avec leurs enfants, etc. Donc cet effet d'entraînement, on l'obtient grâce au rayonnement que l'entreprise peut générer action après action. Finalement, c'est une vraie thérapie, la méthode à 3 effets. C'est un marathon. C'est un vrai marathon. Oui, Isabouli me disait juste avant que l'on monte sur cette estrade, c'est quand même très stimulant, mais on s'arrête jamais. Ah, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on dit de la RSE que c'est une action d'amélioration continue. C'est vraiment ça. Et ce qu'on attend aujourd'hui des entreprises, c'est pas qu'elles soient parfaites, parce que l'entreprise parfaite, je ne sais pas si ça existe, mais qu'elle ait mis tous les moyens en œuvre pour être dans cette dynamique d'amélioration continue. Et c'est ça qui est enthousiasmant, parce que derrière, on se sent fier de travailler dans une entreprise qui met tout ça en place. Entre le moment justement où une entreprise vous appelle et ce moment où elle devient entreprise RSE, il se passe combien de temps ? Alors ça, c'est très très variable. Ça va dépendre de cet effet révélateur dont je vous parlais au début. Selon le métier pratiqué par l'entreprise, le temps ne va pas être le même, parce que... Le milieu de l'optique, par exemple. Le milieu de l'optique a un atout, c'est que l'optique, on ne peut pas s'en passer. Je veux dire, c'est indispensable pour la vie des citoyens aujourd'hui que d'avoir des entreprises qui nous apportent des solutions. Donc, de fait, ces entreprises-là ont un petit avantage par rapport à d'autres, parce qu'elles ont un métier indispensable. Et donc, quand je vous dis tirer le fil de vos atouts, de vos pépites, concernant Oya, Oya met en place des dispositifs pour aller faire de la prévention. Ça, c'est pas le business
de tous les jours, ces dispositifs de prévention. C'est pour aller au-delà. Ils ont cette compétence-là et ils considèrent que c'est de leur responsabilité que d'aller proposer des dispositifs de prévention pour des populations qui ont moins de moyens pour le faire d'elles-mêmes. D'ailleurs, vous avez fait certifier votre démarche RSE. Pourquoi ? Et ça rejoint ce qu'on s'est dit au démarrage, c'est-à-dire que c'est mieux d'avoir un tiers extérieur. On n'est pas jugé parti, et ça nous a challengé, ça nous a donné un cadre, l'AFNOR, donc nous a donné le moule. Nous, ça nous a poussé à formaliser, à pouvoir mettre tout ce qui allait bien dans les bonnes cases. Et c'est là où on a fait ce premier bilan, et on s'est dit, finalement, on a fait du boulot depuis un certain temps, on était fiers. Et juste à l'issue justement de la certification, on a demandé à l'AFNOR de nous accompagner encore, et là, c'était plus possible puisqu'ils ils vont vérifier tous les 3 ans, voire de façon un peu plus anticipée. Et là, ils nous ont présenté Amélie, et c'est là où on a dit, bingo, il faut qu'on continue à être accompagné et qu'on puisse s'améliorer parce qu'il y a des steps supplémentaires à faire. Je parlais de thérapie tout à l'heure. Quand on commence une thérapie, on ne sait jamais quand elle termine. On se dit qu'on a toujours besoin de son psy. Là, ça se passe comment, votre relation toutes les deux ? Est-ce qu'un jour, vous allez réussir à couper le cordon et vous dire, ça y est, je suis RSE ? Pas plus tard que vendredi, je vous dis, moi, le cœur... voilà. Il y a beaucoup de cœur entre Amélie et moi, merci. Mais c'est passionnant parce qu'elle arrive à nous faire réaliser les étapes de façon très concrète parce qu'on les vit. Et c'est là où on réalise que finalement, il y a des chemins qui sont évidents. Alors, nous, on pourrait être un peu plus rationnel et être capable d'y voir clair sur le chemin qui reste à parcourir. Nous-mêmes, on est entreprise à mission, c'est-à-dire que on a inscrit dans nos statuts que la raison d'être de Parangone, c'est véritablement de faire en sorte que les entreprises se transforment pour optimiser leurs impacts positifs. Donc, on ne fait pas partie des agences complaisantes et qui accompagnent juste dans une mise en conformité. La mise en conformité, c'est nécessaire, mais pour nous, c'est pas du tout suffisant. Et donc, pour que nous-mêmes, on se fait auditer, pour bien justifier que notre mission est réelle et concrète. Et dans le cadre de cet audit, on a mis en place 17 critères qui, pour nous, sont des indicateurs qui nous permettent de dire oui, cette entreprise se transforme ou pas. Dans ces 17 critères, un des premiers critères, c'est est-ce que ce sujet-là est pris à bras-le-corps au niveau de la direction de l'entreprise ? Est-ce que les dirigeants se sont emparés du sujet et donnent les moyens à tous les collaborateurs de jouer leur rôle ? Voilà, ça c'est un des critères. Ensuite, il faut cocher les 17 critères. Alors, j'ai terminé le marathon. Je ne dirais pas qu'il faut les cocher, mais ça donne en tout cas une idée de comment on arrive à se transformer. Donc, ça permet de dresser une feuille de route et de se dire, OK, quelles vont être les étapes ? Une des étapes essentielles, c'est la formation. Il faut avoir formé 100% des collaborateurs d'une entreprise pour que ces collaborateurs comprennent de quoi on se parle et comprennent comment chacun va pouvoir jouer son rôle. Et à partir du moment où les collaborateurs ont compris que ça n'allait pas les mettre en danger, mais qu'au contraire, il y a des perspectives extrêmement positives à venir jouer son rôle, tout d'un coup, ça génère un effet démultiplicateur qui est assez fabuleux et fabuleux pour tout le monde parce que derrière, on est quand même des acteurs hyper pragmatiques. Nous, c'est important pour nous que ça génère un avantage concurrentiel au niveau du business. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients de Oya choisissent Oya par ce qu'ils ont fait tout ce travail-là. Oui, et c'est vrai, je rejoins Amélie parce que c'est ce qu'on s'était dit au démarrage, c'est que finalement c'est un diagnostic parce qu'on le voit, on voit ce diagnostic et on a une réalité qui est partagée par Amélie, mais c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment, ça fait partie du business. C'est-à-dire que nous, les industriels, c'est forcément pollueur-payeur. Nous, on a été plus loin. Et on a eu cette volonté d'aller plus loin parce qu'on a besoin de prouver à toutes les parties prenantes, aux porteurs, à nos opticiens, à d'autres professionnels de santé, à d'autres acteurs avec qui on travaille, et bien cette capacité de les embarquer sur des enjeux qui sont importants pour tous. Et vous voyez d'ores et déjà des transformations profondes dans votre entreprise ? On démarre les appels à candidature, appels à ambassadeurs. Il y a vraiment beaucoup de salariés qui sont... On a fait justement... Appel à ambassadeurs, alors qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que là, je ne suis plus. Dites-moi tout. En fait,
pour générer un effet d'accélération de la mise en place de la dynamique, on aime bien, nous, aller chercher des interlocuteurs au sein de l'entreprise représentant l'ensemble des métiers de l'entreprise, et on va les appeler les ambassadeurs. Les délégués de classe, quoi. Voilà, c'est des délégués de classe, exactement, qui souvent sont motivés à titre personnel, parce que c'est un sujet important pour eux, et qui, du coup, vont nous aider à faire en sorte que la dynamique existe dans tous les métiers, existe à tous les étages de l'entreprise. Et donc, ces interlocuteurs-là, ils sont clés parce que c'est eux qui vont nous dire, là, dans notre service, on ne comprend pas. Ou bien dans notre service, on ne peut pas faire ça parce qu'il se passe ceci et cela. Donc, ils vont nous confronter à la réalité de leur quotidien pour nous aider à trouver les solutions, pour ensuite leur apporter les réponses. Voilà. Donc, et à l'inverse, quand on met en place une dynamique, quand on met en place une semaine du développement durable et qu'on a envie que tout le monde joue le jeu, les ambassadeurs, ils sont essentiels pour donner envie à tout le monde de participer, de jouer le jeu et de contribuer. Donc vous en êtes à cette étape, le choix, ou en tout cas appel à candidature des ambassadeurs, vous les avez déjà... Non, on a un copil RSE qui a été créé, et là maintenant on descend justement pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir prendre les sujets et de faire en sorte que cette culture RSE, elle soit dans l'ADN de tout le monde et qu'il y ait une vraie participation. Et là on démarre. Voilà. Donc pour le moment, c'est encore trop tôt pour voir des changements profonds. Il y a eu déjà des changements profonds, mais la transformation, elle continue. Voilà. Eh bien, je propose de laisser aussi un peu la parole aux personnes qui nous écoutent. Vous, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit? C'était très riche. Je peux laisser le micro se balader entre vous. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Eh ben, sinon je continue, moi, il n'y a pas de souci. Bonjour, Olivier, opticien en région parisienne. Je voulais questionner, alors là c'est plus pour la société Oya, mais pour des effets d'entraînement aussi pour le secteur. Nous, c'est intéressant de travailler avec un fournisseur où on va mettre en avant justement ses engagements RSE, mais pour l'instant, je vous entendais parler, c'est sur comment on met en place la politique RSE, c'est le sujet du débat, mais après pour le secteur de l'optique, qu'est-ce que Oya, par exemple, fait, et puis même peut essayer pour entraîner tout le secteur. Moi, je pense, par exemple, aux cartes de vue plastifiées qu'on reçoit dans tous les sens, les emballages de verre, enfin, je ne sais pas, voilà, je vous tends quelques perches. Sans divulguer trop la stratégie d'Oya là-dessus, mais je vous rejoins, c'est qu'on a déjà pensé à des packaging qui sont complètement éco-responsables. Et pareil, sur les cartes, par exemple, de porteurs, il était déjà question de pouvoir les avoir de façon digitale pour permettre justement l'accès à toutes les informations pour le porteur. Et oui, c'est déjà quelque chose qu'on fait, qu'on a mis en place en termes de production. Et on est même à créer, à générer des traitements maintenant qui impliquent justement un dispositif environnemental. Donc voilà, notre dernier traitement, notamment Merio, c'est le cas. Voilà. Et après, on parlait tout à l'heure du recyclage. Alors, vous avez une usine, donc vous produisez des bouts. Donc, j'imagine qu'il y a déjà j'avais tout les un oreilles bien traitement ouvertes dessus. quand il y avait, vraiment. Et puis après, des grosses entreprises comme Oya peuvent être aussi des impulseurs, même au niveau mondial, de que deviennent les verres optiques des équipements en fin de vie. Aujourd'hui, on a expliqué que c'était des plastiques trop complexes, mais est-ce qu'il pourrait y avoir, comme il y a des microgravures pour les verres progressifs, un petit logo qui serait ensuite scannable où le recycleur pourrait savoir que cette matière, c'est ça. Enfin, voilà, il pourrait y avoir des idées. Vous le savez, nous, côté R&D, il y a des informations qui sont très confidentielles. Donc, tout à l'heure, j'entendais qu'il y a une capacité de travailler avec vous, par exemple, pour pouvoir justement reprendre et transformer ces verres. On y travaille. On y travaille avec certains de nos clients pour avoir un impact qui serait significatif sur le territoire français. Déjà au niveau de nos recherches, au niveau du Japon, ils y travaillent aussi parce qu'en Asie, c'est pareil, c'est des sujets qui ont pris une avancée importante. Maintenant, vous dire que c'est possible dès demain, non. C'est pas possible parce que ça coûte énormément d'argent, faut se le dire. C'est le sujet qui fâche, mais effectivement, avant de penser à une chaîne de valeur qui va donner des résultats, il faut aussi voir combien ça va coûter tout ça. Et donc, il faut embarquer
des investissements, il faut embarquer des partenaires. On le disait tout à l'heure, on a la partie fret. Donc tout ça, ça a des coûts. Et donc il ne faut pas que ce soit une raison suffisante pour s'arrêter et ne pas le faire. Il faut vraiment le travailler de façon d'une dimension qui va faire participer tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire aussi bien le porteur, qui va avoir le réflexe d'aller voir son magasin d'optique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tout le monde laisse dans une armoire, une commode, une deuxième, troisième équipement qui ne sont pas utilisés. Et il faut vraiment avoir la capacité, justement, d'avoir cette chaîne de responsables vertueuses, mais sur un plan, je dirais... de volume, voilà. Oui, mais il faut mettre en œuvre un effet de, parce que vous disiez rayonnant, où ça peut se valoriser, le fait d'avoir dépensé de l'argent pour ci, pour ça, mais trouver un public qui va dire « Ah ben moi, je dépense... » On l'a le public, on l'a le hein. public, réellement, parce que moi, je repense à la période de la Covid. Juste un petit peu avant, nous, on avait misé sur la partie Origine France Garantie. Donc ça en fait partie aussi. Hein. Et on avait déjà ce souci de se dire comment on fait pour pouvoir valoriser des produits qui sont fabriqués en France. Et là, typiquement, avec la Covid, ça a boosté cette envie d'acheter français. Et là, typiquement, on se voit, hein, je rejoins Amélie, c'est qu'on est tous réunis sur la même volonté de vouloir agir de façon responsable et de façon à ce que chacun a sa responsabilité, mais fait partie d'une chaîne de valeur. Maintenant, il faut que nous, en qualité d'industriel, comme je vous l'ai dit, hein, on est une grosse machine. C'est pas une machine uniquement cash-monnaie, hein, c'est pas ça. C'est qu'on a vraiment cet objectif de pouvoir impacter tout le monde. Mais avant de le faire, il faut qu'il y ait un circuit qui soit suffisamment solide pour pouvoir le faire. Et pas avoir une intention uniquement de se dire, bah voilà, on va s'improviser. Non. Il faut vraiment essayer d'avoir un schéma stable. La difficulté, vous disiez, bon là c'est secret, etc., où il y a il y a aussi toute une filière à emmener, à coordonner. C'est pas que votre travail. Justement, et des fois, il y a un rôle cette aussi. Filière, j'ai l'impression qu'elle est solide. Elle a eu ce sujet-là, et là on le voit bien, opticiens, aussi bien les syndicats qui vont arriver tout à l'heure, nous industriels, puis d'autres acteurs qui sont présents et qui sont les réseaux de soins aussi. Et là on a des écoles aussi qui sont présentes, mais vraiment je suis ravie de voir qu'il y a une espèce de noyau qui s'est créé sur ce sujet. Donc à partir du moment où les gens sont intéressés, je suis persuadée qu'il va y avoir cette conviction de vouloir travailler ensemble et le faire sans avoir une réglementation derrière. Il va y avoir un débat juste après la conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on fait avant que l'on se quitte ? Parce que c'est bientôt la fin de cette conférence. Non, c'est bon, tout le monde. Très bien. En tout cas, moi, je me termine sur cette note-là. C'était une notion qui est la vôtre, Amélie Foulon, la RSE, qui est l'objectif, c'est que ça devienne l'affaire de tous. Puis, on s'en rend compte aujourd'hui. C'est le cas. Merci beaucoup à toutes les deux, Amélie Foulon, directrice associée du cabinet et du conseil Parangone, et Isa Bouglim, directrice des partenariats santé et des affaires publiques, membre du COMEX de Oya Seiko France. Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans 15 minutes pour parler de la loi